Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, comme à tous les samedis soirs, 20h, en première sur YouTube, sans commanditaire. Cette vidéo vous parvient de la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Et nous étions le samedi 7 août 2021 pour le Vidéorandia numéro 32. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Plusieurs invités, Robert Saint-Onge, Jean Villandré, qui était là la semaine dernière, s'ajoutent Louis Lefebvre, Hilary Evans, Serge Mona et Yann Vadnet qui organise une conférence de presse très spéciale. Dans le club créé pour les abonnés au mois d'août, il y a André de Sèvres qui s'ajoute aux vidéos qui seront dans le club créé du mois d'août 2021, la salle 2108. La conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Au pied du Devil's Tower. Non, au pied du Mont-Saint-Hilaire. Alors, on continue sur le concept du phénomène extraterrestre cette semaine, dans ce Vidéorandia numéro 32. L'idée générale est de comprendre que la science-fiction, c'était une façon imaginaire de préparer les gens à connaître la réalité. Aujourd'hui, il y a dans le poster que vous voyez qui annonce l'émission d'aujourd'hui, ben, il nous manque un personnage, n'est-ce pas, que vous allez découvrir en introduction et en conclusion de l'émission que je n'ai pas osé montrer dans le poster. Il s'agit de Serge Mona. Oui, le journaliste d'enquête internationale que vous connaissez très bien, sûrement, si vous suivez Ésotérisme expérimental depuis de nombreuses années. C'était seulement sur notre émission qu'il a été enregistré. Et si vous le retrouvez sur Internet, c'est évidemment une copie d'une des émissions que j'ai faites moi-même avec Serge Mona dans mon studio à Mont-Saint-Hilaire. Il y aura de plus Robert Saint-Onge, chose promise, chose due. Hein? On doit entendre ce qu'est le voyage dans le temps pour aller du présent au futur ou du présent dans le passé. Une explication de Robert Saint-Onge, physicien, qui nous donne des explications avec une pédagogie à la portée de tous. Il y a de plus Hilary Evans, qui est un ufologue anglais, qui a écrit un livre dans la fin des années 80 sur le titre Cosmic Guardians. Alors, si vous avez vu l'émission de la semaine dernière où on a parlé de Guardians, le nom que portent les soldats impliqués dans le projet de la USSF, United States Space Force. On les appelle des Guardians. En plus, il y a un passage très court de M. Louis Lefebvre qui nous parle de l'origine du Yahvé dans la Bible des Juifs. On connaît très bien sous le nom de Jéhovah aussi. Et en rapport avec des entités qui sont à son service, à ce Yahvé. Yod He Vav He. Est-ce qu'il s'agit d'un anagramme un peu comme la NASA, NASA, Yod He Vav He, que d'autres écriront comme YHVH. Et au cœur de cette rencontre d'aujourd'hui, comme on le voit bien dans le poster, eh oui, notre ami Yann Vadnet, qui s'est lancé dans une aventure internationale de réunir tous les ufologues intéressés à participer à la réplique à donner au gouvernement américain qui devait présenter à la fin du mois de juin, c'est-à-dire précisément le 25 juin 2021, un rapport officiel sur l'état de l'ufologie mondiale, le phénomène des ovnis, pas nécessairement ceux qu'on appelle des extraterrestres. Hein. Alors, en s'inspirant de cette belle montagne de Mont-Saint-Hilaire d'où vous parvient cette émission toutes les semaines, tous les samedis soirs, restons dans le phénomène humain
qui a beaucoup de misère à intégrer la réalité cosmique. Écoutez, comment ça se fait que depuis une trentaine d'années, on a fait une préparation psychologique des individus par des émissions de science-fiction à la télévision, et que des journalistes m'envoient des documents, c'est pas des documents de films de science-fiction, mais des documents militaires sur l'existence de ces choses-là à l'heure actuelle. Il y a même un journaliste qui m'a appelé un dimanche soir pour me dire qu'il me faisait parvenir, en fin de compte, au-delà d'une centaine de photographies tirées de bases militaires, avec, y compris, non pas envoyées par la poste, mais par l'intermédiaire d'un individu, une cassette vidéo démontrant comment l'armée américaine, à partir de la guerre du Golfe, a commencé l'installation d'implants chez les soldats pour le contrôle de ces soldats-là à distance. Donc là, on parle de réalité tangible avec des preuves. On ne parle pas d'une hypothèse possible. Là. On parle d'une nouvelle technologie pour contrôler l'individu. Là, vous avez passé le message que la science-fiction d'hier est la réalité d'aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est voulu. Le cinéma que les gens vont voir, en fin de compte, est une préparation psychologique de réalité à venir. C'est ça. Tu sais, on fabrique pas des films juste pour le plaisir d'en fabriquer puis distraire, ce qui était le cas au début. Dans les premières années du cinéma, c'était pour distraire. Bon, on se sert de ça aussi comme on se sert de tout le reste. C'est un moyen de communication, mais c'est aussi et avant tout un moyen de propagande. C'est ça. Dans un but très précis. Alors, dans cette démarche d'ésotérisme expérimental, il y a de bons livres qu'on vous présente souvent. Maintenant, on va vous parler d'un film. Un film, ça brille tellement que... Ça ici, c'est le disque qui vient de paraître, qui est un recueil de toutes les trames sonores de la série télévisée Star Trek et du film de Star Trek. Vous savez à quel point on en a déjà parlé dans l'émission. C'est une série télévisée prophétique dans laquelle on voit de la dématérialisation puis de l'utilisation de certaines connaissances ésotériques et scientifiques bien avant son temps. Et Star Trek, j'ai le grand plaisir de vous apprendre que cette série-là sera donnée encore à la télévision au Québec sur la chaîne 4 saisons. Puis pour les gens curieux, vous savez que 4 saisons est déjà en ondes au canal 35 UHF. Sur le câble, ça va être diffusé, je pense, sur le canal 5. Mais sur 4 saisons, on va retrouver la série Star Trek. Maintenant, pour nous mettre dans le même air d'aller sur la science-fiction, il y a un film actuellement sur les écrans fait par Walt Disney qui s'intitule Flight of the Navigator. C'est le voyage du navigateur. Le navigateur, c'est un petit bonhomme, pas du Québec, là, mais de la Terre, qui est amené par des extraterrestres et qu'on utilise parce que, dit-on, sur la Terre, on n'utilise que 10% de son cerveau. Donc 90% d'un cerveau humain est un ordinateur passif qui ne sert à rien. Fait qu'un extraterrestre, il vient puis il s'en sert. Puis il sert à naviguer une soucoupe volante. Et là, on le voit, le petit bonhomme au contrôle de la soucoupe. On le voit ici en train de monter dans sa soucoupe. Je vous le recommande au plus haut point. Autant bon pour les enfants, ça s'adresse à toute la famille, que pour les adultes. C'est un film à ne pas manquer. Vous pouvez peut-être attendre quelques semaines pour qu'il soit en français. Le voyage du navigateur, probablement. Ou alors dans les vidéoclubs d'ici 3 mois. Mais pour le moment, si je demande à Robert Saint-Onge de venir nous en parler, c'est qu'il y a une grande question qu'on se pose. Il part de la Terre en 1978, et quand il revient, il n'a pas vieilli, et il est en 1986. Il le redépose, il lui enlève dans sa mémoire ce qu'ils ont fait pendant ces 8 années-là, et de 1978 à maintenant, le petit bonhomme a vécu de quoi? Parce qu'il s'en souvient avec le film à la longue. Mais lorsqu'il revient, lui n'a pas vieilli. Tout le monde sur la Terre a vieilli. Son père et sa mère, ils ont déménagé. Ils ont pensé qu'il avait été enlevé, tué par un maniaque, il était disparu. En tout cas, il était considéré au niveau de la police comme mort. Un message important qui passe, on dit qu'aux États-Unis et partout sur la Terre, il y a des extraterrestres qui enlèvent du monde, et spécialement des enfants, et qui peut-être les ramènent comme dans ce film-là. Mais quand ils les ramènent, il s'est passé 8 ans sur la Terre. Un physicien, peux-tu m'expliquer? Oui, c'est le plus facile à expliquer. J'avais peur qu'il commence à me demander d'autres affaires. Non, mais celle-là. C'est très simple. C'est que la relativité dit que lorsqu'une personne s'approche à des vitesses comme celle-là,
son intervalle temporel, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre chacune des secondes, on va voir tantôt mieux que ça, là. La distance qu'il y a entre chacune des secondes s'allonge. OK? Ça veut dire que pour moi, une seconde devient peut-être 10, 15 ou 30 secondes pour quelqu'un qui est à côté de moi. Qui lui bouge pas. Qui lui bouge pas, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, quelqu'un qui irait, par exemple, sur, disons, Sirius, qui est à peu près à 4 points, quelque chose d'années-lumière, ou 6 quelque chose, à ce moment-là, lui, nous, on le verrait, ça prendrait 6 ans pour se rendre. Admettons qu'il irait très proche de la vitesse de la lumière, là, de façon à ce qu'à première approximation, on calcule avec la vitesse de la lumière. Lui, il se rendrait, ça nous verrait, nous, on le verrait pendant 6 ans. Revenir, ça fait 12 ans, mais pour lui, il n'aurait peut-être pas vieilli plus que 6 mois ou 6 semaines, dépendant de quelle proximité qui était de la vitesse de la lumière. D'ailleurs, dans ce film-là, on le précise à un moment donné qu'il allait beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Plus vite que la lumière. Ouais. Mais à ce moment-là, il y a une autre histoire qui se passe. C'est qu'à un certain moment donné, ça va sembler totalement aberrant, mais c'est qu'à chaque seconde que tu avances dans le temps, tu recules d'une seconde dans le temps. Que pour chaque seconde que tu avances, tu recules d'une seconde. Ça, c'est quand tu vas plus vite que la vitesse de la lumière. Fait qu'à ce Autrement, moment tu donné, recules dans le temps. tu peux pas reculer vraiment là, physiquement dans le temps, mais tu figes dans le temps. C'est un peu le même principe que quand tu arrives à la vitesse de la lumière, ton temps est nul. Tu es dans l'éternité divine. C'est pas des termes ésotériques. Si tu vas plus vite, non seulement tu as arrêté, mais tu recules en même temps. Fait que tu te déplaces dans l'espace en reculant dans le temps. Donc, quand tu reviens, est-ce que tu peux revenir? Tu pourrais revenir avant d'être parti. Avant d'être parti? Mais il semble que l'univers est arrangé de façon à ce que tu ne puisses pas le faire. Il y a une loi, c'est pas métaphysique, c'est pas psychologique, c'est une loi physique qui fait que tu peux pas reculer plus loin qu'au moment où tu es parti. Comme une machine qui aurait été créée, par exemple, en 1985 pour voyager dans le temps, pourrait se déplacer en 1992, 1998, 1999 et revenir en 85, mais elle ne pourra pas revenir avant son point de conception. Alors là, ça explique la grande question que tout le monde va se poser en allant voir le film The Flight of the Navigators, c'est, il revient en 86, le petit gars, bien sûr, se rend compte que lui n'a pas vieilli, mais tout le monde a vieilli autour, que les parents qu'il a s'attendent à avoir un enfant de 20 ans, alors que lui, quand il est parti, il avait rien que 12 ans, puis il a encore 12 ans. Puis lui, il voit des parents qui ont vieilli aussi, fait qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde, ils sont plus faits pour le même monde. Dans le film E.T., vous vous en souvenez, le petit bonhomme à la fin, l'extraterrestre le serre dans ses bras, puis il dit « Viens-t'en, comme ». Puis il voit sa mère, puis là, il décide de ne pas aller avec l'extraterrestre. Alors que dans ce film-là, c'est le contraire. C'est qu'il voit sa mère, il voit son père, mais c'est plus eux autres. C'est le temps. Il laisse tomber le voile, il remonte dans ce couple. Il dit « Vous n'êtes plus de mon monde, je ne suis plus dans votre monde ». Puis il repart. Mais il se passe un phénomène, c'est que là, l'extraterrestre dans ce couple décide de le ramener au moment où il l'a pris en 1978. C'est-tu possible scientifiquement? Oui, oui. Tu peux le ramener à son point d'origine, mais pas avant son point d'origine. Pas avant. C'est ça. Très intéressant. Mais c'est de la spéculation scientifique. C'est pas, Très rapidement, Robert Saint-Onge, une dernière question. Nous avons vu dans le ciel, dans la nuit de mardi et mercredi, une spirale se former à partir d'une étoile bien brillante qui a tourné, qui a fait une belle spirale comme ça. À la télévision, toutes les télévisions du Québec, ils nous ont dit « Inquiétez-vous pas, les gens qui pensent avoir vu une soucoupe volante, c'était pas une soucoupe volante qui faisait un signal. » Même si ce symbole-là, c'est le symbole des Vénusiens qui veulent nous faire passer un message que tout est spiralique, spirituel, pyros. Mais c'était l'entrée d'un satellite russe qui tombait dans l'océan Indien. Belle histoire, là. Moi, je ne l'ai pas cru. Ben, écoutez, premièrement, si l'horizon est ici, votre spirale, elle a été faite comme ça, c'est-à-dire plate par rapport à la Terre. Ça, c'est un satellite. Mais si ça avait été un satellite, tu aurais eu un flash de lumière. Oui. OK, quand il rentre dans l'atmosphère, il brûle. Par ça, tu as eu des débris, puis peut-être un nuage qui se serait formé, mais jamais une spirale comme ça. À moins qu'il y ait eu des surfaces de contrôle, là, comme un avion qui tombe en vrille, là, mais encore là, s'il tombe en vrille, ça va être tellement petit que tu vas avoir juste un point de lumière. Tu ne peux pas faire une spirale aussi grande de même avec un satellite. C'est pas. Là, on risque de passer pour capoter, mais je demande aux gens ici de lever la main. On ne vous voit pas, là, mais levez la main ceux qui ont vu ça. Je veux juste donner une preuve de témoignage pour. Bon, il y a au moins une dizaine de personnes ici sur 100 qui l'ont vraiment vu, cette affaire de nuages se former. En forme de spirale, ça ne fait pas de l'air d'un tapon de nuage, hein. Ça faisait vraiment une belle spirale. Et chose très étrange, nous étions au Mont-Saint-Hilaire, puisque je demeure là.
Alors, en 3 minutes et demie, juste avant la fin de l'émission, qu'on nous dit, Jean Villandré, vous allez nous parler du livre et du film 1984 de George Orwell. C'est que j'aimerais attirer à votre attention que, premièrement, le livre qui a été écrit en 1948 portait le titre 1984 parce que c'était une projection de ce qui se passait à ce moment-là, mais que le thème du livre, c'était la mort du personnage principal. Tandis que le film qui est sorti en 1985, qui s'intitule 1984, son thème, c'est l'angoisse. Donc, l'idée, c'est que le personnage là, qui a à faire face à un monde où l'ignorance est égale à la force, la liberté est égale à l'esclavage, puis que la guerre est égale à la paix, c'est plus un monde dans lequel il va trouver la mort, mais c'est un monde simplement où il va être mis face à face avec une angoisse, parce que en fin de compte, tout va être dans son dos. Il va être pris entre deux feux, mais que lui-même, il va rester aveugle face à tout ça. Donc, c'est drôle de voir comment les choses ont progressé entre le livre puis le film, puis de voir 1986 où est-ce qu'on est, que la plupart des gens choisissent de trouver leur force dans l'ignorance plutôt que d'essayer d'être face à face avec les événements, puis à ce moment-là, avoir à travailler 2 fois plus fort pour garder une espérance de vie. Dans ce film-là, 1984, qui est disponible dans tous les bons vidéoclubs, je pense que très souvent, on les oublie, les films et les vidéoclubs, mais c'est disponible dans les vidéoclubs, ce film-là, 1984. On parle d'une guerre qui se situe très, très loin, là. C'est ça, en East Asia. Puis au début du film, c'est en Eurasia. L'Eurasie, qui est un peu le bloc soviétique, tandis que East Asia, c'est le bloc chinois. Puis l'idée, c'est qu'en utilisant le double think, la pensée double, qu'on arrive que le blanc soit égal au noir. Donc, peu importe contre qui on fait la guerre, l'important, c'est que tout le peuple doit être uni contre l'ennemi, peu importe son nom. Et dans ce film-là, on commence à comprendre qu'on nous fait croire qu'en quelque part, il y a une guerre fictive qui n'existe probablement pas. Mais on alimente les usines, on fait travailler tout le monde. Tout le système est axé sur la guerre là-bas, la guerre là-bas. Puis la semaine dernière, mon cher Jean Villandré, vous nous avez dit quelque chose de percutant en dehors de l'émission, mais que je ramène ici. C'est qu'en fin de compte, c'est la guerre du tiers-monde. C'est ça, Third World Wars. C'est pas la 3e guerre mondiale, c'est la guerre du tiers-monde. Puis, qui se joue actuellement, moi. On a juste à regarder les nouvelles au Canal 2, au Canal 10, au poste américain. On le voit tous les soirs. Le cinéma, cinéma que les gens vont voir, en fin de compte, est une préparation psychologique de réalité à venir. On fabrique pas des films juste pour le plaisir d'en fabriquer puis distraire, ce qui était le cas au début. Dans les premières années du cinéma, c'était pour distraire. On se sert de ça aussi comme on sert de tout le reste. C'est un moyen de communication, mais c'est aussi et avant tout un moyen de propagande. Dans un but très précis. 4 x 9 x 6. OK? Vous verrez que ça donne tout un beau 218, 216. C'est étrange pareil. Parce que si vous multipliez la 649 ou la 636, ça arrive au même total que si vous faisiez le 6 x 6 x 6. Amusez-vous. Il y a une relation dans tout ça. C'était Ésotérisme expérimental. Merci, à la prochaine. Bonjour Yann Vadnet, comment ça va? Bonjour Richard, bien heureux d'être en studio. Là, je pense qu'on est un peu trop proche. On va se distancer s'il faut, là. Oui. Alors, on a joué le jeu, hein, Yann. Écoute, toi, ça va bien, la santé? Ça va très bien, merci. Ouais, tu sais, étant donné que tu es jeune, c'est sûr que tu n'es pas en risque. Moi, à 75 ans, avancé. Mais, comme je l'ai dit à l'introduction au pied du Mont-Saint-Hilaire, c'est toi qui es l'instigateur d'une réunion qui aura lieu le 21 août prochain. Pour moi, le 21 août, ça rappelle un événement du Mont-Saint-Hilaire, ufologique. Alors, explique-nous, je te donne tout le temps que tu as besoin pour expliquer, parce que ça m'a l'air important. Hein, c'est international, cette rencontre qui aura lieu le 21 août. Oui, ça l'a fait boule de neige. C'est parti d'une idée de ma part, mais je me suis rapidement associé d'abord avec Ananda Bosman. Oui. Alors, on a lancé le projet de faire une conférence de presse internationale pour répondre au gouvernement américain
au département de la Défense américaine ainsi qu'au projet UAP Task Force. Fait qu'on on a créé un événement qui s'appelle la Communauté internationale des chercheurs universitaires et civils en ufologie, répond au gouvernement des États-Unis par rapport à ce sujet que tout le monde attendait depuis janvier dernier. On rappelle la base, là, c'est le fait que le Congrès, le Sénat ont demandé au département de la Défense américaine de publier un rapport en l'espace de 180 jours. Tout le monde attendait cela. Il y a eu plusieurs manœuvres d'ufologues internationaux qui attendaient ce moment, qui ont attendu la semaine même pour publier des documents. On peut penser au dernier film de Stephen Greer ou encore au super rapport de la commission Sigma 2, qui ont publié un rapport en français de 377 pages simultanément. Alors, on peut voir que tout le monde attendait cela. Puis de notre côté aussi, ça l'a fait un peu boule de neige, parce qu'on est parti avec un concept français et anglais, parce que c'est quand même assez rare de combiner les deux langages, mais il y a M. Alfred Lambremont-Weber qui s'est joint à nous, qui est aussi espagnol. Alors, lui, il est très connu, encore plus que nous, là, à titre de fondateur de Exopolitics. Alors, il a pu contribuer à rassembler des participants d'Espagne, de l'Argentine, du Mexique. Et puis, ben, on se dirige dans 2 semaines à cet événement-là. Il y aura des participants dans plusieurs villes. Par exemple, nous serons à Montréal dans un studio qu'on va révéler bientôt. Il va y avoir Ananda Bosman qui va être à Vancouver. Et puis, il y a possibilité que d'autres villes se joignent à nous. C'était un concept ouvert. C'est une occasion importante de répondre à un office du plus haut État, là, la superpuissance qui s'appelle les États-Unis, comme quoi le rapport qu'ils étaient supposés de publier le 25 juin n'a pas été publié. 25 juin 2021. Oui. On est resté sur notre appétit pas mal. Hein. Tout le monde a été déçu, je pense. Certains disent que c'est peut-être en raison de l'administration Biden, parce qu'au départ, c'était un projet l'administration Trump. Alors, semble-t-il que finalement, il y a déjà un rapport d'au moins 140 pages avec 120 cas. Et puis, déjà, c'est pas moi l'expert sur ces questions juridiques-là, c'est Ananda qui en parlera. Ouais. Mais il y a plusieurs membres du gouvernement des États-Unis qui ont déjà entrepris des démarches pour faire sortir peu à peu l'information qu'ils retiennent présentement. Du moins, de notre côté, en rassemblant des gens de nombreuses langues. On a aussi des gens de l'Italie, du Brésil, donc portugais, italien. On a quelqu'un de la Suède aussi. Alors, on imagine qu'avec des gens qui s'expriment d'autant de pays, avec chacun leur perspective, leur langage, ça créera néanmoins une certaine pression comme quoi il y a des gens sérieux qui attendaient votre rapport. Vous vous adressez pas simplement au public qui croit à peu près n'importe quoi. Nous sommes les spécialistes et votre preliminary assessment est complètement insatisfaisant et vous allez en entendre parler le 21 août. Il y a de très nombreuses critiques qui seront émises. Bon, ils doivent s'y attendre, puis ils sont pas mal imperméables à toute forme de critique venant de la population en général, représentée là par des ufologues, par des gens qui ont consacré presque toute leur existence et leurs finances et leurs énergies pour essayer de faire avancer la compréhension des phénomènes aériens non expliqués. Là, hein? On les appelle pas toujours des ovnis. Ils ont changé l'appellation du phénomène. Hein? Surtout en milieu anglophone, ils parlent de UAP, ce qui correspond en français au PAN, au phénomène aérien non identifié. Alors, cette appellation peut couvrir divers phénomènes finalement. C'est un peu triste parce dès 1982, l'ufologue britannique Jenny Randall avait bien fait une distinction entre les UFO et les UAP. Dans sa définition, les UAP, c'était des phénomènes naturels rares, dignes d'intérêt scientifique. Alors que de nos jours, UAP, la définition a complètement été changée pour des véhicules, soit des nations étrangères, possiblement d'un phénomène qui ne serait pas humain. OK. Alors, est-ce que tu vas nous dépeindre ou tu nous présenter la liste de tous ces invités du 21 août? Et il y a une chose qu'on doit faire remarquer aux gens, c'est qu'ils vont avoir été enregistrés chacun pour donner l'essentiel de leur message. Donc, il n'y a pas de risque qu'on perde la moitié du temps à dire « M'entends-tu? Oui, est-ce que ça va être tac, tac, tac. » Ça commence à quelle heure le 21?
Ce sera le 21 août. À Montréal, ça va être à 13 heures de l'après-midi. Mais ça OK, va on être voit la simultané. liste, là. Geneviève a mis toute la liste. Il y en a du monde? Oui. Tout à fait. Fait que ça sera simultané. Fait qu'à Vancouver, c'est à 10 heures le matin. En Europe, c'est à 7 heures le soir. Et puis, fait que pour la liste des invités, est-ce que je pars un partage d'écran ou Oui, vas-y vous allez donc. Parfait. en anglais? Ça sera animé par Ananda Bosman avec des participants des États-Unis avec Ian Aldrich, Jack Sarfati, James Lowe et, excusez-moi, Brent Rains. De l'Angleterre, il y aura Philip Kinsella et il y aura surtout beaucoup de représentants du Canada. On a réussi à rassembler Chris Stiles, Chris Rutkowski, le directeur de UFO BC et aussi Victor Viggiani qui est très connu pour faire connaître l'aspect extraterrestre de l'ufologie. Le public sait bien que c'est pas ma tasse de thé en particulier, mais le monde de l'ufologie, c'est un grand domaine avec plusieurs perspectives. Il est du plus haut intérêt de ne exclure aucune des perspectives. C'est pour ça que, encore cette fois-ci, on a rassemblé diverses perspectives. Il y a un central qui est Montréal. C'est comme si les Jeux olympiques avaient lieu à Montréal et les satellites sont Vancouver, aux États-Unis, en France, en Espagne. C'est ça, hein? Ça va ressembler pas mal à ça. C'est comme ça que l'événement va se conclure finalement après le visionnement du vidéo et la question des journalistes internationaux. Alors là, on va avoir du temps pour passer, aller voir ce qui se passe dans les autres villes, comment ils sont organisés, s'il y a des journalistes d'une autre ville qui veulent poser leurs questions. Et puis pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, sur la question linguistique, c'est compliqué lorsqu'il y a autant de participants différents. Alors c'est pour ça qu'on a encouragé les participants à faire soit deux, par exemple, il y a M. Jean-Pierre Petit qui participe. Lui, il a fait sa vidéo en français, puis on a fait une en anglais. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Tandis qu'il y en a d'autres, ben, ils ont fait leur vidéo en français, ils nous ont remis leur texte en français, et puis là, on le traduit en anglais, puis on met le sous-titre. Alors, plus que les gens font d'efforts, plus le résultat va être décent. Là. Mais nous, on fait avec ce que les gens apportent. Vous qui serez présents le jour de l'événement, peut-être vous allez récupérer ces invités pour votre émission. Ah, ben, évidemment, hein, c'est essentiel. Disons que tu m'as autorisé, puisque moi je ne suis pas un ufologue, hein, j'ai jamais prétendu l'être non plus, même si l'ufologie m'intéresse. Ça fait partie des grands horizons de l'ésotérisme, le paranormal, les phénomènes inexpliqués. Bon, alors, étant donné qu'on sait ce que Richard Glenn a vécu tout jeune, je suis tombé dans la potion magique très tôt. Et je ne les appelle pas extraterrestres. Pour moi, ce sont des intraterrestres ou alors des supraterrestres, des êtres qui passent à travers les murs et qui viennent me voir. Ben, c'était autre chose, là. Mais là, tu m'as autorisé, avec ma caméra, à aller filmer, finalement, l'arrière-scène. On va pouvoir sentir le pouls de la nervosité, puis du déroulement, puis des informations qui vont arriver. Puis à l'occasion, quand tu auras des moments de libre, ben peut-être je t'interviewerai juste pour te dire ça va-tu à ton goût, Yann. Puis tu sais, c'est un peu comme, faut pas que tu perdes le fil non plus, là, mais on va avoir le nez un petit peu à fouiller partout, mais ça ne sera pas diffusé le jour même, parce que c'est le samedi 21. Et puis, le temps que moi je fasse un tri, puis un montage, puis une belle préparation pour la présentation publique, ça serait diffusé de mon côté sur mon réseau le samedi, le vidéo rendia suivant, là, le samedi de la semaine suivante. Alors, comme on sera le 21 août, ben, je rappellerai aux gens qu'est-ce qui s'est passé au Mont-Saint-Hilaire un certain 21 août 1982. Ça fait une grande coïncidence. Lorsqu'on a choisi la date, on ne savait pas que ça coïncidait avec ce que tu vas raconter, mais vraiment, c'est très significatif. Dans ton document de présentation que tu m'as envoyé d'ailleurs, tu signifies comme s'il y avait 3 types d'ufologie. J'ai pris vraiment le temps de réfléchir à tout ce qui est écrit, car le document est extrêmement bien écrit, avec les mots justes et les précisions qu'on comprend très clair ce que ça veut dire. 3 types d'ufologie. Une qui est un peu populaire, l'ufologie populaire, les soucoupes volantes, les petits gris, les extraterrestres. Ça peut même aller jusqu'à comment est-ce qu'on appelle ça, là, défaire les machines qu'on aurait récupérées, puis la rétro-ingénierie, puis tout ça. Ensuite, tu vas dans un autre niveau d'ufologie, qui serait un niveau d'ufologie qui ouvre la porte à des êtres interdimensionnels, voyageurs du temps, capables d'influencer la pensée humaine,
Là, on est dans le plus psychique, là. Puis tu penses Et, à et l'autre. j'ajoute aussi, juste à la Oui, deuxième type typologie, ça inclut aussi les phénomènes subtils des humains sur Terre. Dans le sens, c'est pas nécessairement des êtres d'ailleurs, c'était juste une interaction de l'environnement avec nos propres consciences. Fait que c'est assez large le second type d'ufologie. Et puis, avant de poursuivre à la troisième, mais je mentionne que vous pouvez trouver le document que Richard parle sur notre site, garpan.ca. Il est en ligne en version française, puis la version anglaise, elle est plus longue. Elle est 100 pages plus longue parce qu'elle contient la bibliographie établie par Ananda Bosman avec tous les liens médiatiques des 3 dernières années. C'est un document de référence très important. Alors, n'hésitez pas à le télécharger sur notre site, il y a combien de garpan.ca. pages? Moi, j'ai entendu 100 pages. Bon, nous, notre petit document de travail pour planifier l'événement, c'est une dizaine de pages, mais Ananda a ajouté une bibliographie de 90 pages de références médiatiques. Alors ça, c'est très utile pour les gens qui font de la recherche. Et Oui, puis, mais oui, à à ce télécharger. niveau-là, oui. Parce que pour le public, là, se taper 100 pages en anglais juste pour de Ah, puis c'est l'ufologie. juste des références, le titre de l'article avec le lien Internet ou le lien Ah, de ben, c'est l'article du génial. journal. Alors, c'est un instrument de travail pour les chercheurs. C'est précieux, oui. Et la troisième catégorie d'ufologie, et non la moindre, celle qui garde tout secret. Non, L'ultra la top moindre secret, c'est l'ufologie militaire. c'est ça. Et c'est partout Dans pareil dans le monde, que ce soit l'Angleterre, la France, les États-Unis. Ils en savent pas mal plus long comment ça se fait qu'ils sont capables d'être très rapidement sur un lieu où on prétend qu'il y a quelque chose qui est arrivé, ou un extraterrestre ou une soucoupe volante ou quelque chose. Tout de suite, ils sont là. Tu sais, même que ce soit au Paraguay, au Brésil, n'importe où, ils sont paf, Ben, rapides. non seulement ils ont la technologie de surveillance pour ce type de choses-là, Ben mais oui. d'autre part, c'est ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a des ententes internationales entre des pays, surtout entre la superpuissance des États-Unis et d'autres pays. Alors ça, c'est une des choses qui sera révélée de nouveau par Chris Stiles. Le jour de l'événement, il va montrer les documents de l'entente entre les États-Unis et le Canada, comme quoi les agents américains peuvent, aussitôt qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel au Canada, peu importe ce que c'est, et ça peut être mystérieux, eux, ils ont l'autorisation de venir et de sécuriser le site. Oui. Alors, j'espère qu'on va, durant cet après-midi du 21 août prochain, avoir des informations originales, qu'on va sursauter sur notre chaise en disant « Hey, il est allé dire ça! » Moi, quand j'ai Oui. reçu Jean-Pierre Petit la dernière fois qu'il a participé à mon émission là, en 2021, il nous a fait des révélations d'expériences personnelles qu'il a eues avec le phénomène extraterrestre. Pourtant, je le connais depuis une trentaine, quarantaine d'années, puis il n'allait pas très loin. Maintenant, il sort le chat du sac parce que sa crédibilité scientifique, il n'y a pas à la défendre, elle est de réputation. Tandis que le phénomène OVNI, il y a beaucoup de gens qui étaient sur un pied sur le frein en même temps que « Oui, on écoute, oui, mais... » Puis j'en connais, que toi aussi tu connais, qui sont très impliqués dans l'ufologie depuis 50 ans et qui ne veulent pas encore être vus publiquement. Pourtant, ils sont à la retraite maintenant, il y aurait tout le loisir de pouvoir enfin se montrer au grand jour en disant « Toutes ces années-là, j'ai pas quitté mon intérêt pour le sujet et voici où j'en suis. » Ça devrait arriver avant que la pandémie les emporte et avec eux, tout leur travail qui serait oublié. Parce que c'est pas fini cette histoire de pandémie. Non, c'est un autre sujet. Oui. Alors ne tournons pas le fer dans la plaie, comme me dirait Geneviève. Là, on a encore, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon. Alors, as-tu autre chose à ajouter, Yann? Parce que je vais présenter, en complément de ce qu'on vient de se dire, un certain monsieur Louis Lefebvre, qui nous a dit, lui, qu'est-ce que c'est qu'il y avait rapport avec le grand chef des armées célestes, à part de Michel-Ange, qu'on sait que c'est l'archange qui a terrassé le dragon et qui l'a chassé dans les entrailles de la terre, qui sont devenus des intraterrestres. Ben, il y avait au-dessus de Michel-Ange, Yahvé, Yod, He, Vav, He, 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, N-A-S-A. Ce que je veux dire, c'est un symbole, c'est un, comment tu appellerais ça, là, les lettres au lieu d'un mot? Ben, c'est le tétragramme.
Oui, un anagramme qui devient un tétragramme, là, c'est ça. Puis ça signifie pas un individu, pas plus que la NASA, c'est une femme. La NASA est allée mettre 2 hommes sur la Lune. Ah non, c'est pas une femme, c'est un organisme. Alors Yod He Vav He, c'est un organisme qui fait peut-être partie de la Fédération des planètes habitées, dont a parlé l'ex-ministre de la Défense d'Israël, hein, comme Paul Elliott, ministre de la Défense d'Israël. Pendant 20 ans, il a dirigé les travaux sur la recherche spatiale. Tu es au courant de tout ça, j'imagine, Yann? On a entendu cette déclaration fracassante là, venant d'Israël d'une part, d'un général qui s'occupait déjà en partie du programme spatial. C'est sûr que c'est le genre de déclaration qui mettait beaucoup de pression sur les gouvernements qui hésitent encore. Quand il est allé dire qu'il savait, il est de source sûre, qu'il y a des humains qui, soi-disant représentant l'humanité, ont signé des pactes ultra-top secrets avec des représentants de la galaxie. J'ai utilisé le mot galaxie. Tout le monde sait bien que ça n'a pas d'allure, là, ça ne peut pas aller jusqu'aux confins de la galaxie, la Voie lactée, mais il a quand même lâché des gros morceaux en disant qu'il y a des êtres qui vivent, qui circulent à travers notre monde et qui passent inaperçus alors qu'ils sont extraterrestres. Alors, je ne vois pas si des ufologues dans ton congrès vont aller réagir à ça. Ils veulent réagir au rapport à peu près inefficace du gouvernement américain qui n'a rien de nouveau, mais l'autre qui est aussi très crédible et qui représente un gouvernement important quand même, Israël, hein, surtout dans l'histoire, rapport avec la Bible et tout le reste. Ça date quand il est obligé de prendre son avion présidentiel, son Air Force One à lui, là, d'Égypte, et aller directement atterrir en Israël pour signer des pactes de paix entre Israël et l'Égypte. Et il a dit que dans la nuit, il avait été visité par les anges de Allah. Hey, il y a des choses qui nous passent en dessous des yeux, là, puis on n'entend pas parler par les ufologues parce que c'est trop invraisemblable, par les militaires parce que c'est très vraisemblable, et puis le grand peuple, ben, il attend des choses qui pourraient les exciter, puis le lendemain, ils vont passer à autre chose. Là, on a gagné la médaille d'or du gars le plus rapide au monde. C'est un Canadien. Hey, faut le faire, hein, au Japon. Il a battu les 2 Américains qui sont arrivés, eux autres, 2 en arrière de lui. Bon, ben, alors, n'allons pas trop vite, là. Je vais revenir sur ce que vous dites, M. Glenn. Oui. Fait que, ben, d'une part, comme votre dernier discours le montre bien, on voit à quel point l'ufologie traite d'objets différents, de sujets différents les uns des autres. Vous avez évoqué, disons, un membre du gouvernement qui est en rapport avec le fait qu'il y a une surveillance d'objets non identifiés. Ben là, c'est très militaire. Mais là, c'est ensuite de ça, il raconte, ah oui, puis j'étais allé à l'hôtel, j'ai eu une expérience, les anges sont venus dans mes rêves. Mais là, c'est un petit peu plus une expérience spirituelle. C'est comme 2 domaines. Fait que c'est difficile comme ça, l'ufologie. Mais juste pour revenir aussi sur ce que tu disais, je rappelle au public que je fais partie des sceptiques du Québec. J'ai une approche très sceptique en ufologie. Et puis, par exemple, sur ce que tu viens d'évoquer, qu'il y aurait supposément des ententes entre des gens puis le peuple des étoiles, si on veut. Ben, regardons les choses sérieuses. Il existe la déclaration de principe concernant la conduite de la recherche d'intelligence extraterrestre, l'intelligence sur SETI. C'est un document qui a été signé en 1989, qui a été renouvelé en 2010 par l'Académie internationale d'astronautique. Et puis, eux, ils ont établi un protocole comme quoi, s'il y a des chercheurs qui détectent un signal ou s'ils reçoivent un signal quelconque, il est interdit de répondre avant d'avoir fait des consultations internationales avec les autres pays, puis surtout le secrétaire des Nations Unies. Et ensuite de ça, coordonner une réponse collective des principaux rapports de force sur Terre. Alors, tu sais, il y a un grand clivage entre les 2 histoires qu'on vient d'entendre. Fait que, bon, moi, j'ai pas la vérité sur tout ça, mais... c'est bon ce que tu dis, là, j'aime ça. Rappeler qu'il y a des ententes comme ça. Ça me fait penser à Wuhan, hein, quand ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des Chinois qui étaient atteints d'un certain virus et puis qui ont gardé ça secret pendant 2-3 semaines en disant « Oh, il n'y a rien. » Fait que j'ai autant confiance que ça va être la même chose quand il va y avoir des signaux. Arecibo est détruit,
hein, le fameux radiotélescope à Porto Rico. Bon, il ne fonctionne plus. Actuellement, le télescope Hubble en orbite, là, il ne marche plus déjà depuis le milieu du mois de juin. Même, je dirais, le début du mois de juin 2021. Le télescope n'est plus fonctionnel. Heureusement qu'ils vont lancer le nouveau télescope James Webb prochainement. Et puis là, ils veulent construire sur la face cachée de la Lune, dans un cratère, justement, déjà utiliser un cratère fait pour avoir un nouveau radiotélescope cacher des interférences provenant de la Terre oui. sur la Lune. Et puis, alors, on est à l'aube d'une nouvelle génération de découvertes en astronomie, c'est sûr et certain. Ben, moi, je disais à mon émission la semaine dernière, fini la science-fiction fictionnelle. Ça va devenir une science fiction presque utopique dans le sens où on va le vivre. On va se rendre compte qu'on le vivait en fantaisie avant. Maintenant, on le vit, on va le vivre en réalité. Et la face cachée de la Lune, il y a des choses qui vont être obligées d'être révélées. À un moment donné, ça va être plus fort. Vois-tu, quand il est venu le fameux Oumuamua, là, tu sais, là, le fameux... Oumuamua. Oumuamua, ah oui, Oumuamua. Ils n'ont jamais été capables de l'attraper à un télescope parce que tous les télescopes, tous les instruments de mesure étaient tous focalisés sur autre chose. On n'a pas de temps à perdre. Puis ça prenait une petite fortune pour pouvoir mobiliser des appareils scientifiques de haut niveau pour pouvoir aller suivre cet objet qui était à l'entrée dans le système solaire, qui a tourné, qui a changé de direction, puis qui a accéléré tout d'un coup. On se dit, hey, il n'y a pas une comète qui va faire ça, là. Ben non. Alors là, ils ont réussi à convaincre des gens en finance d'organiser quelque chose qui va faire que la prochaine fois qu'il y a un intervenant qui arrive dans notre système solaire, qui a un comportement qui n'est pas naturel, on a la finance pour aller chercher des répondants scientifiques avec des moyens techniques très, très capables, très puissants, pour aller voir l'information réelle. Là, on a juste une image d'une espèce de une infographie comme c'est un petit peu trop souvent le cas avec la NASA. Oui, c'est pas très concret, c'est ça. Hey, on entre dans une nouvelle époque, on s'en rend compte. Tu m'as dit qu'on devrait faire appel même au secrétaire général des Nations Unies pour répondre au nom de l'humanité à un signal qui est livré de l'espace. Ben, c'est justement ce dont on parle maintenant, c'est l'instauration d'un gouvernement planétaire géré par les Nations Unies. C'est ça, ce qui mènerait à de nombreuses autres discussions. 35e Vidéorandia, on se donne rendez-vous encore pour voir Yann Vadnais. À ce moment-là, il va être vraiment en plein cœur de l'action durant cette rencontre internationale de l'ufologie actuelle. Pas des archives d'il y a 20 ans ou 30 ans comme je vais vous présenter maintenant. Là. Mais merci, un grand merci, Richard, à toi et toute l'équipe. C'est qui ce Dieu-là qui a puni le peuple hébreu? Puis on dirait qu'il se sert toujours, d'après votre discours, des peuples avoisinants pour donner des claques aux Juifs. Mais alors, ça n'a pas l'air d'être le bon Dieu, en tout cas. Ça a l'air d'être plutôt un mauvais Dieu ou un Dieu assez sévère, n'est-ce pas? Bien, on ne peut pas donner un nom à Dieu. Même le mot Yahweh veut dire « je suis qui est, qui existe, je suis moi-même ». Attendez, ça c'est une interprétation? C'est ni plus ni moins la définition de Dieu dans l'hébreu, je suis celui qui est. Bon, attendez, voulez-vous on va aller au tableau de l'autre côté? Là? Avec plaisir. Parce que Yahvé, là, en hébreu, ça s'écrit Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Bon. À partir de ça, on a fait Yahvé. À partir de ça, on a fait Jéhovah. Oui, c'est à l'inverse. Bon. Là, vous nous dites que tout ça, là, ça veut dire je suis celui qui est. Hein? Oui. Bon, moi, je me demande une chose. Ou l'inconnaissable. Bon, quand on regarde les 10 commandements de Dieu, tels que donnés à Moïse, en hébreu, mais traduits là, mot à mot, on obtient ceci, un seul Dieu, tu adoreras, aimeras parfaitement. Ça, c'est la version des petits catéchismes. Là. Mais en hébreu, là, ça disait moi-même, puis on lit de droite à gauche, Yahvé, ou Yod, He, Vav, He, ton Elohim, qui t'est fait sortir de terre d'Égypte, terre d'esclaves. Oui. Alors moi-même, Yahvé, ton Elohim. Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut-tu dire ça aussi, Dieu?
Bien, je vais vous répondre. C'est qu'Abraham dit à un moment donné, mes Elohim seront comme Yahweh, ils me feront venir à la maison de mon père en toute sécurité. Alors, c'est qui les Alors, Elohim? il fait une différence entre Yahweh et les Elohim. Alors, dans les commandements de Dieu, quand on dit moi-même, Yahvé, ton Elohim, ça veut dire que les Elohim, puis Elohim c'est pluriel parce que Eloah, ça serait Oui, singulier. Eloah. Elohim, c'est quelque chose, c'est on dirait un exemple. Moi-même, Yahvé, ton GI, ou ton soldat, ou ton premier ministre, ou ton ministre des Finances, ou ministre des Armées. Moi, Autrement dit, Yahvé, là, c'est l'étiquette très précise, sacrée, que porte le boss des Elohim, qui, ce boss-là, s'est occupé très spécialement du peuple juif. qui s'en occupe encore. Et qui s'en occupe encore. Oui. Puis il a de l'air très puissant, en tout cas. Bien, naturellement. Mais une chance qu'on n'est pas des Juifs, parce qu'on mangeait des claques derrière la tête à tous les moments où on déroge aux 10 commandements de Yahvé. Tous les peuples en mangent. Donnez-moi- Comme on pourrait dire. Le sida, là, c'est la vengeance Non, de Yahvé. c'est pas d'autre chose. C'est qu'à travers les siècles, il y a des peuples qui ont disparu. L'affaire du déluge, il y a 12 000 ans environ, en est un exemple frappant. Ouais. Il y a eu un second déluge par la suite, mais c'est un déluge qui a fait éliminer des peuples entiers Bon. de la terre. Dans toute cette histoire de Yahvé, du peuple juif, avez-vous pris en considération qu'il y a le Christ Jésus, Yahshua, qui était juif lui aussi, qui est Oui. passé il y a 2000 ans, puis qui a dit « Je suis pas là pour défaire la loi de Moïse, mais je suis là pour la parfaire. Pour la parfaire, » Et que des justement. 10 commandements donnés par Yahvé au peuple, le Christ a dit « Les commandements que lui apporte, c'est « Aime ton prochain comme toi-même. Il se résume à ça. » Bon. C'est le grand commandement général. Donc, c'est un Les autres commandement sont d'amour, c'est pas un commandement de vengeance. Non, là. Faites pas du ça tout. parce que sans ça, vous mangez une claque Pas du derrière la tout. tête. C'est que c'est l'homme, en déviant des commandements, se fait lui-même son propre persécuteur. Bon, le troisième commandement qui dit qu'il faut aller à la messe à tous les dimanches. Il faut honorer le dimanche. Mais ce sont des commandements religieux. De Dieu. C'est parmi non, les c'est 10 commandements pas de Dieu, ça. Ce sont des commandements d'Église. D'Église, Ah, on me dit que là, je mélange deux choses. justement. Le dimanche, alors le Ce jour sont du deux Seigneur, choses différentes. tu sanctifieras. C'est pas Ça, un c'est le commandement commandement de de Dieu, Dieu. Le jour du Seigneur. Mais ça n'implique pas le dimanche. ça? Puis elle nous dit, une dame, elle nous C'est dit, un jour. Ils ne disent pas comment. Bon. Le sabbat, c'est juif, ça c'est le samedi surtout. Oui. Puis nous autres, le dimanche, c'est le dimanche. Le 7e jour, le jour du dimanche, et il se reposa. Moi, je me dis une chose, écoute, le boss, il se repose. Pendant qu'il se repose, c'est un peu comme s'il n'était pas là. Tu sais, les enfants, là, quand le père, il se reposait, Mais je ne vois pas Dieu se reposer. non? Pour lui, la création fut instantanée. Il a créé des lois. Tout fut progressif par la suite. Mais là, vous nous retournez dans Il a le créé Moyen Âge de l'Église, où ce que l'Église puis la religion faisaient peur au monde, puis c'est comme ça que le monde y suivait, puis il embarquait à genoux, puis ça pleurait, puis ça faisait des chemins de croix. On dirait que l'histoire de la religion puis de la spiritualité sur la planète, il y en a qui sont pas capables de décrocher de la souffrance puis de la peur. Bien, selon le stade qu'on a développé, lequel on a atteint dans des vies extérieures, on est plus ou moins sujet aux contingences physiques. Et puis, si on est soumis aux contingences physiques, il faut passer par les contingences physiques pour apprendre, faire des expériences. Alors, et là que on a des craintes, etc., on joue par la crainte. Tandis qu'une personne, plus on se développe, plus on devient mental, plus on devient spirituel, plus les craintes physiques disparaissent, moins on est soumis aux contingences physiques de l'univers, et même on n'est plus soumis aux influences astrales. On va au-delà nous devenons transcendants au matériel.
Est-ce que dans votre travail que vous avez présenté à l'Université Concordia, vous en arrivez à la conclusion que le peuple juif, c'est le peuple qui bosse tout ce qui se passe sur la terre et que Dieu s'occupe de lui plus que de tous les autres parce que c'est son peuple choisi et que comme il est le choisi, le petit chouchou de la classe, tu sais, je veux dire, il faut que lui passe à la fin de l'année. Parce que si lui ne passe pas à la fin de l'année, il n'y en aura pas un autre qui va passer à la fin de l'année, à la fin des temps. Bien, voyez-vous, c'est que c'est entièrement faux que c'est le peuple qui doit contrôler la terre, qui doit diriger la terre. Il a été choisi comme peuple guide à cause de certaines possibilités en Abraham, qui possédait certains gènes de fidélité, de foi intense en Yahweh. Même, il a voulu sacrifier son fils sous commandement, c'est-à-dire qu'il était une foi aveugle. Et de là découle tout le peuple juif d'Abraham, de sa foi intègre, totale. Alors c'est un serviam complet. Alors, c'est là qu'il a été choisi. Il a dit ta descendance. Il en avait d'autres descendants de Sem, par contre. Mais il a choisi la descendance d'Abraham et ensuite de ça, ceux qui sont mélangés et qui se fient à Yahweh. Là, vous nous reparlez encore de l'Ancien Testament. Mais le Christ est venu. Oui. Puis il est venu faire sortir cet enseignement-là d'un monde très, très cloisonné pour le rendre universel. Et il a envoyé ses 12 apôtres aux 4 coins de la planète pour que l'enseignement soit modifié, changé, transmuté, que la planète se transmette aussi par son enseignement. Et vous, le rôle de la promesse, pas seulement la promesse, c'est une entente, un convenant, comme on dit là, en anglais, qui est une entente où le plus grand donne, mais sous certaines conditions. Alors, la condition, c'était la mission que les Juifs avaient à accomplir à travers la descendance d'Abraham, et qui a été refaite au Sinaï avec le Décalogue. Ah, là, vous reculez encore dans le Moyen-Âge. Moi, je veux revenir à Jésus. Non, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que par la suite, à travers le millénaire, parce qu'il y a 2160 ans à peu près, qui passent de... C'est toujours des cycles de 2500 ans qui renouvellent. C'est ça. Donc, on arrive à la fin d'un cycle, au début on arrive d'un autre cycle. Le cycle la du fin d'un autre. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que Moïse est venu, il a enseigné. À travers les âges, contact avec les autres peuples, ils ont accepté les idoles. Oui, mais là, vous reculez dans l'Ancien Testament. Non, mais moi, je vais arriver à aujourd'hui. J'avance, là. Arrivez tout de suite à aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Jésus-Christ, à la suite, à travers les préceptes qu'ils ont établis, les pharisiens, ils ont cristallisé le judaïsme. Au lieu d'être une religion messianique, une mission pour élever puis éduquer les autres peuples, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dégénéré et c'est devenu une religion cristallisée, confinée à un peuple, une religion nationale. Là, ils ont dévié de leur mission. Le Christ est venu comme dernier avertissement après Michée, etc. Pourquoi? Pour renouveler, régénérer le judaïsme, le ramener aux sources premières, l'amour du prochain, la loi générale. C'est pas une loi qu'on retrouve dans la loi de Moïse, ça, l'amour. C'est une loi nouvelle qui a été apportée. Oui, dans le décalogue, je me dis, à part d'aimer Dieu par-dessus toute chose, il faut que tu honores ton père et ta mère. Tu peux même pas penser aime ton père et ta mère, c'est honore ton père et ta mère. Honore. C'est au-delà de l'amour. Honorer, c'est au-delà de l'amour? C'est au-delà de l'amour. C'est intellectuel, c'est plus avancé. Les gens qui c'est un degré plus élevé. Ouais, c'est pas seulement les aimer, on peut bien aimer son père et sa mère, mais si on ne rend pas témoignage d'eux, on ne les honore pas. Moi, j'ai l'impression qu'aimer, c'est plus haut qu'honorer. Levez la main ceux qui pensent qu'honorer, c'est plus haut. Levez la main ceux qui pensent qu'aimer, c'est plus haut. Il y a une différence. Oui. C'est ça. Là, elle n'a pas de micro, la dame dans la salle, mais elle nous dit que honorer, il faut que tu respectes tes parents. Oui. Même s'ils ont des défauts. Même s'ils ont des défauts. Alors c'est au-delà de l'amour. Oui. Oui.
Malgré notre honte, on doit rendre témoignage pour eux. Alors, c'est au-delà de l'amour, c'est un niveau plus élevé. Bon, alors on s'entendra là-dessus. Maintenant, un dernier point. On rentre dans une controverse. Oui, vous êtes spécialiste pour en créer des controverses. Tant mieux parce que si ça a fait lever le plafond, comme je disais tantôt, peut-être qu'à la maison actuellement, là, ça fait crier, là, ça fait réagir des gens. Là, parfait, c'est pas mauvais. Et l'émission d'ésotérisme expérimental n'a jamais été là pour dire voici la vérité, toute la vérité, rien qu'une vérité. C'est plutôt d'entendre des vérités et à chacun son tour, comme un petit grain d'herbe, de dire ben, c'est moi qui ai la vérité. Parfait. Maintenant, vous nous disiez qu'il semble y avoir une force qui agit, Dieu, vous l'appelez, qui agit et qui intervient dans la vie des êtres humains continuellement pour les mettre sur la piste. Et là, je vous demande, aujourd'hui, 1987, donnez-moi un exemple de cette intervention de la main de Dieu ou de... Mais Dieu agit toujours par personne interposée ou groupe interposé, par l'entremise des archanges, des anges, etc. Des extraterrestres? Bien, il y a les êtres purement spirituels, et puis il y en a qui sont sur le chemin de la perfection pour devenir spirituels, qui sont peut-être les extraterrestres. Maintenant, les anges peuvent prendre forme physique et venir en contact avec nous. Parce que si ils sont trop, leur énergie est trop intense, ils peuvent nous sublimer et puis provoquer notre décès. Alors, il faut qu'ils décalent pour pouvoir nous porter le message, nous donner des directives, nous aider. Maintenant, à l'intérieur de ça, il y a une révolte. Alors là, vous reculez au début des temps. C'est toujours la cause première qu'il faut vérifier. C'est toute une conséquence des causes premières, ce qu'on assiste aujourd'hui. Écoutez, M. Lefebvre, on va écouter maintenant un Anglais d'Angleterre qui est venu au Québec 4 jours. Et pendant les 4 jours, je l'ai amené chez moi pour l'interviewer sur un livre qu'il vient d'écrire qui s'intitule Communication et apparition avec l'au-delà, Aliens. Et lui nous dit, le phénomène extraterrestre, ça n'existe pas en réalité, il n'y en a pas d'extraterrestres. Il n'y a que des gens qui imaginent des choses et qui finissent par y croire et le réaliser, le créer. Alors on écoute cet entretien. Mon idée, jamais des informations nouvelles. Oui, il se passe des expériences qu'on peut décrire comme paranormales. Il y a des communications télépathiques, par exemple. Mais jamais des indications d'informations, disons, par exemple, extraterrestres. Les êtres extraterrestres ne nous donnent pas des informations technologiques ou d'ordre scientifique là, qui pourraient faire avancer la science. Non, pas du tout. Donc c'est toujours psychologique, c'est une relation. Et c'est toujours sur le niveau personnel. Oui, les êtres donnent des conseils très utiles et très pratiques. Nous avons chez nous, en Angleterre, un jeune couple qui, selon eux, toujours, ont été enlevés avec leur voiture, avec leurs enfants qui étaient sur le banc en arrière de la voiture. Ils ont été enlevés dans une grande soucoupe volante. Ils ont été soumis à une des expériences, des inspections, examinations médicales. Et après cela, toute leur vie est changée. Maintenant, ils sont devenus végétariens, ils ont cessé de fumer, ils ne boivent toujours. Maintenant, ils ont changé leur manière de vie. C'est beaucoup plus, disons, artistique. Le mari est devenu sculpteur. Il a réussi. Comme sculpteur. Sa femme a recommencé un cours d'éducation. Donc, la vie est renouvelée par cette expérience. Ça a été pour une expérience vraiment qui a changé la vie pour le meilleur. Il cherche un scénario pour ce psychodrame qui a signification pour nous.
Et pour nous, évidemment, c'est le mythe autorisé des extraterrestres. C'est le mythe autorisé de nos jours. Donc, c'est pour cela que ces expériences ont en commun ces éléments. Alors donc, y aurait-il eu, à travers le temps, des différentes sortes d'apparitions ou de communications? Pouvez-vous nous dire, bon, au Moyen-Âge, vous nous avez parlé des sabbats, des communications avec le diable, et avec le temps, est-ce qu'on peut voir qu'il y a une transformation? Il y a de moins en moins de visions de diable, mais de plus en plus sur le phénomène extraterrestre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la chronologie des événements? Oui, il me semble que c'est la même chose à peu près qui se passe pendant tous les siècles. Les personnes ont les problèmes et ils cherchent les solutions qui existent. Et pour bien des personnes, ce sont des expériences, disons, religieuses, mais on trouve dans la religion des expériences personnelles. Par exemple, pensons sur les mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Elle a rencontré Jésus-Christ plusieurs fois. Pour elle, c'était très important. Il y avait beaucoup de personnes, bonnes catholiques, qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ ou la Vierge Marie ou les saints. C'est toujours une chose personnelle. Et avec les rencontres avec les esprits des morts, par exemple, c'est la même espèce de chose. Maintenant, il y a très souvent des sons, des bruits, des marques, des plaies, les stigmates, là, ou des atterrissages de soucoupes volantes qui laissent un terrain brûlé ou des choses comme ça. Est-ce que ça ne peut pas devenir justement une preuve scientifique? La marque, la trace? Ça, c'est... évidemment, c'est un aspect qui peut s'expliquer dans plusieurs manières. Pour le stigmate, c'est bien connu qu'on peut fabriquer les stigmates. Je ne dis pas volontairement, c'est toujours quelque chose qui se passe dans le sous-conscient. Mais oui, c'est sûr qu'on peut faire ces choses soi-même, parce qu'on a fait les expériences scientifiques qui ont établi ça. Pour les traces sur le sol, ça c'est autre chose. Et c'est possible que c'est la découverte de ces traces qui a été le déclencheur de l'expérience. Mais ça, c'est une question qu'il faut étudier plus profondément. Mais évidemment, il y a, dans plusieurs de ces cas, il y a quelque chose qui se passe dans le monde réel qui agit comme un déclencheur pour l'expérience, oui. Alors donc, qu'ils soient des fantômes, des fées, des dévas, des gnomes, des farfadets, des lupricornes, des extraterrestres ou des saintes vierges, il y a une entité quelque part qui n'est pas de nature humaine et qui contacte les humains. Ça, c'est possible. Quelle est cette entité, d'après vous? À mon idée, ces entités n'existent pas, mais je suis prêt à accepter qu'il existe. Parce que je ne suis pas sûr... ça aurait le même effet s'ils étaient produits par nous ou s'ils venaient de l'extérieur. Pour les théosophes, par exemple, les théosophes croient qu'il existe une espèce des êtres qui, normalement, n'ont pas de forme. Et c'est seulement quand ils manifestent pour faire des manifestations à nous qu'ils prennent la forme qu'il faut. Des purs esprits. Oui. Et ça, c'est une explication très intéressante. Il y a un enquêteur français sur les ovnis, Pierre Guérin, très bien connu, qui a formulé une version de cette explication pour nos jours peut-être. C'est que les extraterrestres lisent, c'est le mot, lisent dans notre cerveau notre concept de ce qui
de l'apparence des extraterrestres et ils font leur apparition, leur manifestation dans la forme de ce qu'ils ont découvert dans notre cerveau. Pour moi, ça, c'est une explication très, très intéressante. Mais il y a aussi, je viens de visiter l'Espagne et j'ai rencontré une personne vraiment formidable, très intéressante. Je ne suis pas sûr que ses œuvres sont traduites en français. C'est sûr qu'ils ne sont pas traduits en anglais. Ça existe seulement en espagnol. Mais c'est un homme qui s'appelle Salvador Freixedo. Et c'est un homme dans sa soixantaine. That's right. It's about 60 years old. C'est un ex-jésuite qui, après 30 ans comme jésuite, a abandonné sa foi parce qu'il était découragé par tout cela. Et maintenant, il a écrit peut-être 5 livres très intéressants, avec beaucoup de rigueur intellectuelle parce qu'il a été formé par les jésuites, donc il a un esprit très bien formé, très formidable, très intelligent. Mais pour lui, il existe entre nous et le bon Dieu, c'est-à-dire le plus haut qu'il existe, entre le bon Dieu et nous, il existe tout un niveau de réalité où il existe des êtres qui font leur apparence dans les formes des dieux, les anges, les esprits, le diable, n'importe quoi. Et ils font leur manifestation sur notre terre avec un but très spécifique. Ils ont besoin, ou peut-être ils ont le goût, ce n'est pas sûr, ils ont besoin de l'énergie psychique. Et l'énergie psychique n'existe que quand nous, humains, le créons. Donc, dans les grandes manifestations, par exemple les grandes réunions, ça peut être sportif, mais pour la plupart c'est religieux. Ça crée une grande quantité de l'énergie psychique. Et donc ces êtres essaient à créer des situations dans lesquelles nous humains nous créons l'énergie psychique. C'est une théorie très intéressante. Moi, je ne la partage pas, mais il faut dire que c'est intéressant. Oui, il y a aussi la théorie de ceux qui pensent que ces êtres qui viennent d'une hyperdimension ont besoin de notre âme, our soul, to live by themselves. Ils ont besoin de notre âme pour s'énergiser, pour pouvoir exister. Non, pour Freixedo, non, ce n'est pas une chose hostile, ce n'est pas pour nous dépriver de quelque chose, mais ce n'est pas pour nous aider. Autrefois, on disait il ne faut pas vendre son âme au diable. Ah oui, non, ça c'est toujours la mythe autorisée, je crois. Il y avait un plan. Il y a un plan d'établi à l'intérieur de ça. Et pourquoi? Le plan est établi, d'après les informations que j'ai eues, parce qu'il va y avoir des centaines de références à la source, d'ailleurs il y en a dans tous les volumes que j'écris, par les Illuminati, à l'échelle mondiale, dont le but premier, depuis leurs apparitions dans les années 1748, et la mise sur pied d'un gouvernement mondial. Okay? Un gouvernement mondial présidé à la tête par un dictateur absolu qu'on appelle l'Antéchrist. Beaucoup de personnes se demandaient, l'Antéchrist, écoutez, c'est quoi? C'est un individu, c'est un système. Arrêtez de vous battre, c'est les deux. C'est un individu à la tête et c'est un système par lequel lui va pouvoir traduire sa volonté.
C'est bien du Mont-Saint-Hilaire que vous est parvenu ce Vidéorandia. Comme à tous les samedis soirs, nous sommes en première sur YouTube. Nous étions le samedi 7 août 2021 pour le Vidéorandia numéro 32. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde, plusieurs invités, comme vous avez remarqué, dont M. Hilary Evans, ufologue anglais, décédé en 2012. Et dans le club créé, André de Sèvres, qui est déjà disponible. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici disponible. Le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sur YouTube. Et c'est gratuit. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Et dans le club créé du mois d'août 2021 pour la salle 2108, il y a déjà André de Sèvres, occultisme planétaire avec des éléments originaux et exclusifs. Vous reconnaissez Bernard de Montréal, deuxième entrevue devant le public donnée en 1979 à l'Éphéméride et un entretien d'1 heure avec Serge Mona. Prenez bonne note des adresses pour le club créé, c'est orandia.ca et aussi ces 2 adresses importantes au cas où. Merci d'être abonné au Club Créé, c'est indispensable pour qu'on puisse continuer à faire des émissions toutes les semaines, gratuitement pour le public. La semaine prochaine, un rendez-vous bien spécial avec Jean Deflore, qui nous avertit qu'il y a des événements majeurs qui vont se produire dès cette semaine qui vient. Un pouce par en haut, toujours très apprécié. Bonne semaine et bon été!